un sujet très large à aborder, qui sont les liens entre le cinéma et la Shoah. Et je voudrais avec vous, en fait, partir finalement d'un constat en forme de paradoxe qui va nous occuper pendant toute la demi-heure, et qui est le suivant, qui est qu'on a longtemps dit que la Shoah était un phénomène sans image animée. Et je reviendrai sur cette proposition qui est aujourd'hui largement démentie par les historiens. Mais on a toujours dit, voilà, la Shoah est un phénomène sans image. Et d'un autre côté, aujourd'hui, plus on s'éloigne de l'événement, plus les films qui traitent de la Shoah sont nombreux. Et il y a une augmentation absolument exponentielle, notamment depuis les années 2000, mais c'est un phénomène qui a commencé bien avant, que je daterai des années 70, je reviendrai là-dessus, où effectivement, de plus en plus de films parlent de la Shoah. À tel point qu'un jeune historien qui s'appelle Ophir Lévy, qui est spécialiste de ces questions, dit même qu'aujourd'hui, il y a un véritable magnétisme de la Shoah, c'est-à-dire que toute la Seconde Guerre mondiale, au cinéma maintenant, est perçue à travers le prisme de la Shoah. Alors, on pourra s'en réjouir, mais d'un autre côté, et c'est là où les choses deviennent intéressantes, pour beaucoup, le cinéma a loupé son rendez-vous avec l'histoire, précisément avec la Shoah. C'est une thèse qui a été largement défendue, mais mal défendue historiquement par Godard, dans ses histoires du cinéma. Je reviendrai aussi dessus, sur les erreurs, les approximations que fait Godard. Mais effectivement, les historiens qui sont spécialistes de cette question s'accordent tous à dire qu'il y a une série de malentendus, de glissements de sens, depuis finalement maintenant 60-70 ans, et qui posent d'énormes problèmes puisque le cinéma a joué un rôle capital dans la transmission de la mémoire du judéocide, que ce soit dans l'Europe de l'Ouest que l'Europe de l'Est. Excusez-moi de reprendre cette distinction, mais elle va m'habiter durant tout ce parcours, parce que c'est important d'avoir en tête qu'il y avait bien deux Europes, juste après la Shoah, et vous allez voir que c'est très important, justement, pour comprendre ce qui s'est joué. Alors, je voudrais d'abord un peu définir les termes, pour qu'on soit tous d'accord, pour avancer du même pas, si je puis dire. Qu'est-ce que c'est que la Shoah ? Parce je crois que justement le cinéma a donné une définition très large de ce phénomène, et c'est ce qui va entraîner les malentendus, les approximations et les erreurs historiques. La Shoah, finalement, c'est deux choses, on peut dire. La première chose, c'est la tentative de destruction des Juifs d'Europe. Je reprends là la destruction des Juifs d'Europe, vous savez, c'est le titre de la thèse très célèbre de Raoul Hilberg. Mais c'est aussi la destruction, ou au moins la tentative de destruction, des traces même de l'extermination. Et ça, c'est très important pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Destruction des traces dans la langue même. Vous savez que la langue nazie est une langue qui euphémise, qui masque le phénomène, qui ne nomme jamais directement. Destruction des corps, et ça, vous allez voir aussi que pour le cinéma, c'est une chose capitale. Les corps, effectivement, disparaissent. Et destruction matérielle, c'est notamment, vous savez, pour les centres de mise à mort. Et j'insiste bien sur cette nomination, les centres de mise à mort, ça n'a rien à voir avec les camps de concentration. Et vous allez voir que ça, c'est une erreur que le cinéma a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais pour les centres de mise à mort, les installations ont été très largement détruites devant l'avance de l'armée rouge. Alors, la question qu'on peut se poser tout de suite, et je crois que quand on traite de cette question du cinéma et de la Shoah, il faut toujours revenir aux premières images. Et finalement, faire une espèce d'inventaire des premières images qu'on a eues de la Shoah. Parce que je vous l'ai dit en commençant, c'est quelque chose qui est partagé dans l'opinion commune, dans le langage courant. On dit « Ah, la Shoah, c'est un phénomène sans image, il n'y a pas d'image, c'est irreprésentable, et que sais-je encore ?» Effectivement, du côté des nazis, il est intéressant, mais je crois que quelqu'un va prendre en charge la photographie, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Il est intéressant de voir que d'un côté, les nazis ont cherché à contrôler très rapidement ces images, et notamment les photos. Parce qu'il y a eu une explosion de photographie, en fait, notamment avec l'avance des groupes de tuerie mobile à l'Est en URSS, et très tôt, la hiérarchie nazie veut contrôler ces photos. C'est un ordre très célèbre d'Heydrich qui demande à ce que les pellicules soient confisquées et envoyées à Berlin,
au RSHA, au bureau 4, comme, je cite, secret du Reich. Secret du Reich, parce qu'il y a une inflation de photos, alors pas simplement chez les membres de ces groupes de tueries mobiles, mais aussi chez les soldats de la Wehrmacht, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on envoie souvent une petite lettre sympathique à sa famille, avec une photo, un peu où on pose comme un chasseur devant les proies qui ont été tuées. On sait aussi, et ça ce sont des choses qu'on a retrouvées, notamment à Auschwitz, on sait aussi qu'à Auschwitz, il y avait de nombreuses pancartes qui rappelaient l'interdiction de photographier, et on a retrouvé, de la part de Rudolf Höss, le chef du camp, de nombreux ordres et décrets qui étaient répétés et qui demandaient aux hommes, aux gardiens des camps, de ne pas prendre de photos. Alors nous, les historiens, il y a une chose qu'on sait, c'est que lorsqu'un ordre est répété, c'est qu'il n'est pas respecté. C'est qu'il n'est pas respecté. Et effectivement, on a retrouvé un certain nombre de photos, mais ce qui est intéressant, c'est que cette volonté de contrôler l'image se heurte directement au délire de l'archivage, qui est une des caractéristiques aussi de l'appareil nazi. Et il faut savoir, par exemple, que dans ce camp très étrange d'Auschwitz, qui à la fois est un camp de concentration, est un centre de mise à mort, c'est un phénomène à part dans la Shoah Auschwitz. C'est pas aujourd'hui, vous savez, on dit Auschwitz comme la métonymie de la Shoah. Attention, c'est un lieu très particulier, mais n'empêche qu'il y a 2 bureaux de photographie qui vont fonctionner durant toute l'existence du camp. Un qui travaille dans la signalétique des détenus, on connaît tous les photos, notamment les photos des expériences de Mengele, etc. Et l'autre qui s'occupe de l'architecture du camp, puisque c'est une ville en constante évolution. Alors, vous comprenez bien que, puisqu'il y a volonté de contrôler l'image, l'image cinématographique est un enjeu, évidemment, pour l'appareil nazi. Et pourtant, là aussi, il y a des films amateurs. Il y a un film amateur, notamment, qu'on connaît tous, qui est un film amateur qui date de la fin de l'été 41, qui a été pris dans les Pays-Baltes, et c'est une action, avec un K, parce que je reprends la terminologie ici nazie, une action, c'est-à-dire des juifs qui sont descendus d'un camion, qui vont dans une fosse, et qui sont fusillés. Film très célèbre. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres films que les historiens connaissent très bien, qui sont des films de propagande, notamment, de propagande nazie, tournés dans les ghettos, divers ghettos. Alors, c'est des films ultra célèbres. Il y a les 4 films du ghetto de Varsovie. Le dernier film, qui dure 55 minutes, est tellement horrible que Goebbels, en fait, refuse de le diffuser en Allemagne, parce que ces films, normalement, étaient à vocation interne et diffusés en Allemagne. Vous savez, dans ces films, on voulait montrer, notamment, que les Juifs vivaient très bien dans les ghettos, et qu'à la fois, ils étaient très sales. C'est toujours, vous savez, c'est à la fois Rothschild et Trotsky, dans l'imaginaire nazi, si vous voulez, pour faire vite d'une formule. Et effectivement, dans ces images des ghettos, c'est ça qu'on nous montre. À la fois, c'est des juifs très riches, à la fois, c'est des juifs très sales. Regardez, ils ne ramassent même pas leurs corps, les corps qui sont à terre. Il faut savoir que, notamment à Varsovie, on devait payer pour justement ces corps. Lorsqu'ils étaient morts, la famille payait les funérailles. Payait pour qu'on récupère ces corps. Donc c'est pour ça que les corps étaient à même la terre. C'est les films, évidemment, de Theresienstadt, qui est très connu, avant une visite de la Croix-Rouge, où le camp est transformé en véritable village Potemkin. C'est un pur film de propagande. Et il y en a plein d'autres, Westerbock, etc., qui sont des films très connus. Mais ces films permettent aux historiens, derrière les intentions de propagande, tout de même d'approcher, justement, autant soit peu, la réalité de ces ghettos. Même si, je le répète, ce sont de purs films de propagande. Mais au-delà des images nazies, de ces premières images nazies, il y a des images qui ont longtemps été oubliées en Occident. Longtemps, c'est-à-dire jusqu'à maintenant. Et qui pourtant ont été diffusées en Occident, très largement, ont marqué les esprits en Occident. Ce sont les films soviétiques. Les films soviétiques, et là je m'appuie notamment sur les travaux d'un immense historien du cinéma russe qui s'appelle Jeremy Hicks, un Anglais, qui va sortir je vous l'annonce, un très grand livre, voilà, au mois d'octobre, aux presses de l'université de Pittsburgh, sur cette question, sur les premiers films justement de l'Holocauste,
et qui, lui, a été dans les archives et a été voir ce qu'il y avait du côté russe. Parce que je vous rappelle, on a entendu phénomène sans image. Et qu'est-ce qu'on voit du côté russe? Là, c'est assez sidérant ce qu'il a retrouvé. Assez sidérant, et ce qui est assez sidérant, c'est l'oubli qui a suivi justement ces films. C'est sidérant pourquoi? Parce que bon, les historiens là-dessus, il y a un accord complet des historiens, c'est que Staline a très tôt compris le sort spécifique qui a été réservé aux Juifs. Hein, c'est-à-dire que les archives nous le disent aujourd'hui, en gros, dès août 1941, il comprend, Staline, que les Juifs sont soumis à un sort particulier. La lecture de la Pravda de l'époque, d'ailleurs, est assez explicite. Le mot juif est employé, vous allez voir que c'est important parce que ce n'est pas le cas dans les films, mais le mot juif est employé assez souvent, et on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où il y a une contre-offensive soviétique, il y a des équipes de cinéma qui accompagnent l'armée rouge, et dès le tournant de l'hiver 41-42, on a une série de films d'actualité soviétique qui nous documentent très précisément sur les exactions qui ont été commises par les nazis et sur le début du génocide. C'est-à-dire que les actualités de Rostov-sur-Don, de Klin, Kalouga, Kerk, Kharkov, hein, qui sont une série de villes comme ça, qui sont récupérées, qu'est-ce que font les soviétiques? Les soviétiques déterrent les fosses, les cadavres qu'ils trouvent, ils les filment. C'est des films assez saisissants, assez terrifiants même, hein, qu'on a, de ces fosses. Alors, ce qui caractérise tous ces films d'actualité qui ont été diffusés à l'époque, c'est que le mot juif est très peu prononcé. On ne dit pas ce sont des juifs. Mais, et le mais est très important, dans la tradition de ces films soviétiques, les patronymes sont prononcés. C'est-à-dire que vous avez une longue litanie comme ça de patronymes devant les cadavres, et il est bien évident que tous ces patronymes sont des patronymes juifs, et que le spectateur soviétique le sait bien. Le spectateur soviétique, en plus, je vous l'ai dit, qui est informé aussi par la Pravda. Et la Pravda nomme les choses très spécifiquement au début de la guerre. À tel point qu'il y a deux très grands films qui ont été oubliés dans l'histoire du cinéma et qui ont été diffusés en Occident, États-Unis compris, qui sont en 1942. Le premier film, c'est La défaite des armées allemandes devant Moscou. Film soviétique classique, où là, vous avez un montage de ces films d'actualité avec ses fosses. Mais surtout, l'immense film qui a choqué, notamment aux États-Unis, c'est un film de 1943. Et qui est de ce grand metteur en scène, je sais pas, réalisateur, je ne sais pas si vous avez vu de ces films, s'appelle Alexandre Dovchenko, qui est un Ukrainien. Et ce film, qui est un long métrage, s'appelle La lutte pour notre Ukraine soviétique. Et là, non seulement vous avez les fausses, une série de fausses, mais là, vous avez des interviews. Vous avez des interviews, très précisément. Et là, pour le coup, on comprend effectivement que ce sont des juifs qui sont tués. Ces films ont été diffusés en Occident. C'est très important parce qu'ils ont été totalement rayés de la mémoire avec la guerre froide. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un phénomène central. Et ce qui s'est passé, c'est une troisième catégorie dans ces premières images, après les films nazis et les films soviétiques. Évidemment, sur les soviétiques, je pourrais rajouter, et ça va de soi, mais ça va mieux en le disant, donc je vais le dire, que c'est l'armée rouge qui est arrivée sur les lieux de la mise à mort, c'est l'armée rouge qui est rentrée dans les centres de mise à mort, et il y a eu des films qui ont été tournés, notamment, il y a deux séries de films très célèbres, une première série de films sur Majdanek, donc là, il y a deux types de films, il y a les films polonais, d'Alexander Ford, on a retrouvé 20 minutes, et le film soviétique. Et puis, il y a le film très célèbre sur Auschwitz, et tout le monde sait aujourd'hui que ce film a été tourné après l'entrée de l'armée rouge, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas été tourné sur le moment, puisqu'il n'y avait pas d'équipe à ce moment-là. On a retrouvé une correspondance assez intéressante entre l'équipe qui est à Auschwitz et puis Moscou, parce qu'ils demandent des projecteurs, etc., pour tout remettre en scène. Et le film d'Auschwitz, et ça c'est intéressant, c'est que ce film est très largement une reconstitution. C'est très largement une reconstitution. On fait jouer des détenus polonais, qui sont, enfin, des Polonaises notamment, qui n'étaient pas des Juifs.
quelques juifs qui étaient là encore, qui étaient malades, jouent dans ces films, et très vite, on s'est aperçu, en Occident, de la supercherie. Mais la manipulation qu'il y a eu autour de ce film d'Auschwitz et de Majdanek, parce que ces films, qu'est-ce qu'on y montre? On y montre surtout les détenus qui acclament l'armée rouge, hein, ceux qui arrivent et on l'acclame. Donc ce sont des films de propagande, mais cette supercherie, doublée à celle de Katyn, n'oubliez pas qu'il y a des images de Katyn saisissantes, qui ressemblent d'ailleurs beaucoup au film que je vous ai décrit, hein, c'est-à-dire qu'on découvre les cadavres, etc., font qu'on a considéré en Occident que les films soviétiques étaient inutilisables, n'étaient que de la propagande, que de la mise en scène, et qu'ils n'apprenaient rien. Aujourd'hui, les historiens, spécialistes de ces questions, nous disent pas du tout. Pas du tout, ce sont des documents de première main, très importants. Et il ne faut pas oublier que dans toute l'Europe de l'Est, au moins jusqu'en 1948, il y a une série de fictions centrales qui vont s'occuper de la Shoah et qui traitent du problème frontalement. C'est-à-dire qu'Alexander Ford, dont je vous ai parlé, ce Polonais, va faire un film très célèbre, le premier film sur le ghetto de Varsovie, 1948. Il y a Radok, en Tchécoslovaquie, hein, qui va faire un film qui s'appelle Notre ghetto Thérésine et qui reprend la vie des Juifs en Tchécoslovaquie pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, alors là, c'est un film qui va, j'allais dire directement, mais il y a aussi des films soviétiques, Donskoy, etc., qui abordent la Shoah. Donc jusqu'en 1948, si vous voulez, frontalement, les spectateurs à l'Est ont eu contact avec ces images et avec ce phénomène. Je reviendrai après sur l'après 1948, où là, il y a un antisémitisme radical en Union soviétique qui se manifeste, et donc ça change du tout au tout pour les images, doublé avec un changement géopolitique majeur, hein, qui va être là, au cours des années 50, si vous voulez, le basculement d'Israël dans le camp occidental, et qui fait que là, pour le coup, il y a une chape de plomb qui va s'abattre sur l'Europe de l'Est. Mais c'est 1948. Et avant, on a ces images. Mais, troisième type d'image, sur ces premières images, les images alliées, qui sont celles qu'on connaît tous, qui sont celles finalement qui ont constitué, à tort, et je dis bien à tort, mais qui ont constitué la mémoire de la Shoah. Avant de vous préciser, quand je vous dis ça, je vous parle de quoi? Les images qu'on connaît tous du bulldozer à Bergen-Belsen, qui pousse des corps. Alors là, qui est devenu presque une icône de la Shoah. Et pourtant, ça n'a rien à voir avec la Shoah. Nous sommes dans un camp de concentration. Le bulldozer n'est pas conduit par des Allemands, mais par des Anglais, parce que nous sommes à la libération d'un camp. Il y a des problèmes d'hygiène, et c'est ça qu'on résout. Et donc ces images documentent quoi? Les problèmes qui se sont posés aux Alliés lorsqu'ils sont rentrés dans des camps de concentration. Et j'irai même plus loin. C'est-à-dire que cette image-là, emblématique du tas de cadavres poussés, ces tas de cadavres qu'on pousse sont devenus comme des images de ces Juifs tués. Mais je vous l'ai dit en commençant, les corps ont disparu. Les corps ont disparu, et donc vous voyez là, j'allais dire, autre contresens. Hein, c'est-à-dire que ces images-là vont constituer un stock d'images qui vont finalement faire qu'on a très longtemps confondu l'univers concentrationnaire et le phénomène génocidaire en Occident. Alors ces images alliées, c'est des images évidemment très importantes, avec des équipes aguerries. Du côté américain, n'oubliez jamais que Hollywood s'est engagé dans la guerre, en comprenant très tôt que c'était une guerre des images, d'abord sur le front Pacifique, ensuite en Europe, que les Anglais aussi ont des équipes particulièrement puissantes et aguerries, justement, et qu'eux aussi considèrent qu'il y a une guerre des images à mener. Ces gens, lorsqu'ils arrivent en Europe, lorsqu'ils vont justement rentrer dans les camps de concentration, j'insiste bien sur camps de concentration, ce ne sont pas des centres de mise à mort, c'est des camps de concentration, ils ont, ces équipes techniques, ont un cahier des charges très précis. C'est-à-dire qu'on leur dit comment filmer. Pourquoi on leur dit comment filmer? Parce qu'ils ont deux objectifs, qui sont vraiment des objectifs capitaux pour comprendre ce que sont ces images. Premier objectif,
constituer des preuves. Et ça, on leur dit dès le débarquement en Normandie. Vous devez constituer des preuves de ce qu'on appelait à l'époque les atrocités nazies. Et deuxième chose, on doit pouvoir authentifier les prises de vue. Authentifier les prises de vue, puisqu'on reste dans la constitution de preuves juridiques. Donc par exemple, dans le cahier des charges qu'ils ont, qui sont des documents qu'on a retrouvés, il faut absolument privilégier ce qu'on appelle le plan séquence. En cinéma, un plan séquence, c'est un plan, vous savez, qui est sans montage. Pourquoi sans montage? Parce que le montage, c'est évidemment l'art de la manipulation. D'accord? Deuxième chose, ces images, vous les connaissez tous. On voit des visages, beaucoup de visages. Pourquoi des visages? Parce qu'on leur dit attention, la justice en Occident est une justice individuelle, les peines sont individuelles, il faut pouvoir reconnaître aussi bien les victimes que les gardiens. Et donc, on individualise sur les personnes pour pouvoir les reconnaître. Et donc ça, si vous voulez, ce sont des archives qu'on a retrouvées, qui étaient notamment adressées à la SPECU, qui était cette unité qui s'occupait de cela. Et alors, ces images très célèbres, je vous l'ai dit, c'est par exemple l'équipe anglaise de Sidney Bernstein, qui est d'abord un homme du théâtre, et puis après qui a travaillé avec Hitchcock, et qui donc découvre Bergen-Belsen. C'est eux qui ont pris ces images du tracteur. Mais c'est aussi les équipes américaines qui sont dirigées par quelqu'un qui a joué un rôle capital dans cette histoire-là, qui s'appelle George Stevens. Et là, c'est les images de Mauthausen ou les images de Dachau. Image très importante, le wagon, avec plein de corps, pareil. Je rappellerai juste sur ces images deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est que... 5 minutes? Non, j'ai commencé là, ça fait... Non. 13 minutes. 13 minutes, on va avoir. 13 minutes, allez. Non. 13 minutes, non, vous êtes d'accord. Donc, parce que ce qui se passe et qui est important sur ces images, voilà, non, mais 14 minutes maintenant, parce que... Alors, donc, sur ces images, première chose, ces images vont être montées, elles vont être remontées ensemble, assemblées dans des films qui, là, pour le coup, ont aussi une importance capitale dans la diffusion de la mémoire de ces images, et que ces images vont être diffusées à Nuremberg, au procès de Nuremberg. Alors, du côté allié, c'est un film très célèbre qui s'appelle Nazi Concentration Camps. Et donc, qui va être diffusé en novembre 1945. Göring aurait cette phrase que je trouve absolument géniale. Vous savez que quand le film est diffusé à Nuremberg, alors il faut imaginer, Nuremberg, c'est un peu comme... vous voyez, c'est... Non, c'est pas comme ici, non, je veux dire... C'est Nuremberg, c'est un peu plus petit, c'est un peu... Non, attention, parce que c'est plus petit, mais... Attention, parce que c'est plus petit, mais c'est un vrai procès. 4 langues, il y a des procédures... C'est un peu ennuyeux, les procès. C'est ce qui fait la force, justement, des procès. Mais lorsque le film Nazi Concentration Camps est diffusé, il y a toute une mise en scène. Un écran tombe en plein milieu de la salle. Lorsqu'on diffuse, des néons restent et éclairent, justement, les accusés. Et Göring a cette phrase géniale. Il dit « Cet horrible film a tout gâché ». Voilà. Cet horrible film a tout gâché. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de Nuremberg... Du côté soviétique aussi, n'oubliez pas qu'il y a un montage qui s'appelle « Les atrocités commises par les envahisseurs germano-fascistes ». Ça, c'est un titre soviétique, où on monte à la fois les films d'actualité dont je vous ai parlé, mais aussi les films sur Majdanek et sur Auschwitz. C'est que ces films font que, 1, ces images ont sidéré. Ce sont des images de la sidération. 2, ces images ont prouvé. C'est-à-dire qu'on leur a fait jouer un rôle de preuve. Peut-être à tort, mais on leur a fait jouer un rôle de preuve en tout cas. Et 3, elles ont montré toute leur force. Toute leur force. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'autour de ces images, et pour assez longtemps, va se jouer, et c'est la première étape qui va se jouer après ces premières images, de 1946 à 1961, va se jouer une ère du refoulement. Une ère du refoulement de la Shoah, par le biais justement des images dont je vous ai parlé. Refoulement pourquoi? Parce qu'en Occident, durant ces 15 années,
un vocable va se diffuser, c'est ce qu'on appelle les camps. Vous savez, on dit que c'est des images des camps, ou alors des images des camps de la mort. Mais on mélange absolument, et on ne distingue absolument pas le phénomène génocidaire du phénomène concentrationnaire. C'est un grand tout. Et d'ailleurs, on ne fait que reprendre les premières images qui ont été diffusées dans les actualités. Vous savez, dans tous les films à l'époque, il y avait 2 petits films d'actualité avant, hein, et qu'on diffusait. Alors, on met dans le même sac Ravensbrück, Dachau, Mauthausen, et parfois on rajoute à Auschwitz. Hein, et là, il y a un grand tout, et on peut dire que The Death Mills, qui est le film supervisé par Billy Wilder, qui devait être diffusé en Allemagne pour la rééducation des Allemands jusqu'à Nuit et brouillard, très largement, hein, puisque Nuit et brouillard se place dans ce continuum historique. On utilise ces images d'archives et des images d'archives alliées, ces images des camps de concentration. On ne distingue pas Shoah et camps de concentration, et surtout, va se sédimenter à cette époque une série de signifiés, si je puis dire, imagés, qui jouent jusqu'à aujourd'hui, qui sont que, à ce phénomène-là, j'allais dire de la concentration, c'est pas très clair, on va dire oui, à la concentration, on assimile l'état de cadavre, l'état de vêtements, les miradors, les barbelés, les déportés faméliques, hein, ces visages tout minces qui nous regardent. Et ça, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, du côté soviétique, il y a une mise en scène à Auschwitz et Majdanek, c'est indéniable. Évidemment, il y a une mise en scène. Mais du côté allié aussi, il y a une mise en scène. Ces déportés qu'on a fait poser près des barbelés, souvent on a été chercher dans les baraquements et on les a fait poser pour les films, à ce niveau-là. Et on a constitué une image qui va devenir une icône, justement, hein, le déporté avec son calot, son pyjama, son visage famélique, devant les barbelés. Hein, et là, c'est une série de signifiants comme ça. Et les fours, évidemment aussi. Les fours et les chambres à gaz, notamment la chambre à gaz de Dachau, pas très impressionnante. Et ça, c'est très important. C'est que, comme c'est pas très impressionnant, va se sédimenter un autre contresens avec le cinéma, qui est cette histoire de four. C'est-à-dire qu'on va dire en gros que les gens étaient tués dans les fours. Hein, et là, c'est un contresens assez intéressant dans la mémoire, notamment occidentale, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs même, et c'est très intéressant de voir ces phénomènes-là, même chez certains survivants, justement, dans les années 40-50, qui, justement, disaient « Ah, mais elle est morte, elle est partie brûler vive, etc. » Ce qui n'était pas du tout la façon dont on les tuait, hein, où elle est partie au four. Hein, cette expression vient, justement, est liée aussi à ces images de cinéma, à ces fours qui sont très impressionnants, des images très impressionnantes, plus impressionnantes que l'installation de chambre à gaz à Dachau. Et ces images vont s'imposer durant très longtemps. Alors, pourquoi ? Pourquoi, première chose, effectivement, pourquoi de 46 à 61, on a ce grand refoulement de la Shoah ? D'abord, évidemment, au niveau historiographique, il y a un manque de recul. Il ne faut jamais oublier ça, hein, c'est un peu facile aujourd'hui de juger ça du haut de nos 70 ans de recul, si vous voulez. Effectivement, il y a un manque de recul. Deuxième chose, il y a un problème d'ordre épistémologique qu'il ne faut jamais oublier, c'est cette génération, j'allais dire, ces premières personnes qui sont trouvées à devoir expliquer, filmer, regarder justement ce qui s'est passé pendant la Shoah, ne sont pas du tout prêts à accueillir la radicalité, la violence inouïe de ce phénomène, de cet événement sans précédent. Hein, il faut se mettre avec cette génération, l'éducation qu'elle a eue, etc., même l'éducation aux images. Il y a une radicalité proprement inouïe. Troisième raison qu'on a avancée, et du côté occidental et du côté soviétique, puisque je vous ai dit à partir de 1948, hein, c'est la chape de plomb aussi du côté soviétique, c'est l'antisémitisme. Antisémitisme aussi bien du côté américain, ne pas oublier à l'époque, hein, que, évidemment, bien plus poussé du côté soviétique, mais il existait tout à fait aux États-Unis. Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier que même à Hollywood, où pourtant de nombreux producteurs et réalisateurs pouvaient être juifs, il y a toujours cette peur de faire passer la Seconde Guerre mondiale pour une guerre faite pour les juifs. Hein, et donc, justement, par exemple, des gens comme Billy Wilder, etc., sont tout à fait au courant de ce qui s'est passé, ont bien compris la spécificité du phénomène, mais préfèrent le taire, hein, pour ne pas faire passer cette guerre pour une guerre qui a été faite pour les juifs. Ce qui n'a absolument pas été le cas, hein, mais c'est simplement cette propagande qu'il y avait. Et donc, ça, on le retrouve. Alors ensuite, et ce sera le deuxième temps après cette ère du grand refoulement, c'est de 61 à 78, et là, c'est surtout pour le camp occidental, hein, puisque à l'Est, il y a toujours une chape de plomb, c'est ce qu'on peut appeler, excusez-moi, le retour du refoulé.
Retour du refoulé, alors là c'est un phénomène, un, très rapide, c'est 17 ans, deux, radical et qui va être, et qui explique ce qui se passe aujourd'hui, qui est le suivant, qui est que, aux yeux des spectateurs, la solution finale commence à devenir un événement central de la Seconde Guerre mondiale. Et le signifier par exemple déportation est de plus en plus associé à la solution finale, à ce moment-là. Évidemment, en 61, vous savez tous, c'est le procès Eichmann. Je ne viens pas dessus, procès filmé, hein, remarquablement filmé, par l'équipe de Leo Hurwitz, un Américain, il y a eu un appel d'offres, etc., qu'il a gagné. Et 78, c'est quoi? C'est la diffusion de la série Holocauste aux États-Unis. Alors, lorsque je dis le procès Eichmann, cet événement est capital hein, dans la transmission de la mémoire de la Shoah, et en termes de cinéma, c'est aussi capital, hein, parce que c'est la figure du témoin qui va s'affirmer, etc., qu'on va retrouver un certain nombre de films avec les survivants aussi, qui vont devenir un grand moteur de la fiction, hein, la figure du survivant avec le procès Eichmann, mais c'est un moment d'ailleurs qui n'est pas lié qu'au cinéma, hein, qu'on retrouve aussi en littérature, etc. Par exemple, on voit qu'il y a un frémissement à Hollywood juste avant le procès. Il y a quelques films, Le Bal des Maudits en 58, il y a le journal d'Anne Frank de Stevens en 59, il y a Exodus de Preminger en 60, etc. Hein, en France aussi, il y a Capot, il y a L'Enclos de Gatti en 61. Hein, vous voyez, c'est un moment, justement, où... Parce que, pourquoi je parle de L'Enclos de Capot? C'est parce que quand même, dans ces deux films, qui traitent de la déportation, on fait quand même bien la différence et on explique bien que les Juifs n'avaient pas le même sort que les autres déportés. C'était eux qui étaient gazés. Hein, et ça, c'est une nouveauté à ce moment-là, justement, dans ces films. Et là, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que, en gros, ça affirme... Oui, j'ai fini dans 5 minutes. Ça affirme la spécificité juive du génocide, la logique industrielle du génocide, et puis une apparition qui est la figure moderne du bourreau, le technicien, le bureaucrate. C'est pas la brute épaisse, justement. Et ça, c'est une figure qui va se diffuser, justement, au cinéma. J'ai pas le temps de développer, mais ça va du prêteur sur gage de Sidney Lumet jusqu'à Marathon Man, évidemment. Et dans cette histoire, la série Holocauste joue un rôle central. Elle joue un rôle central, vous savez, Holocauste, donc, qui a été confié à Marvin Chomsky. Marvin Chomsky, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un grand de la réalisation. Il a fait Manix, il a fait quelques épisodes de Columbo, vous voyez. Et surtout, il a fait quelque chose de central, il a fait Roots, un an avant, qui est consacré à l'esclavage, et qui est une grande série aux États-Unis, qui a joué un rôle capital dans la prise de conscience, justement, des Afro-Américains, si vous voulez, de l'importance de l'esclavage. Et c'est parce qu'il a fait Roots qu'on lui confie Holocauste. Holocauste, donc, comme toutes les séries américaines, c'est des familles, hein, c'est la base narrative, c'est la famille, 2 familles, en Allemagne. Et Holocauste va être diffusé aux États-Unis, 4 soirées, c'est entre 100 et 120 millions de spectateurs. C'est-à-dire un succès considérable. Succès considérable qui ne va pas se démentir ni en France, ni en Israël, ni en RFA, lors de la diffusion. Hein, et c'est très important. Et là, j'allais dire qu'on arrive dans la 3e phase, qui est de 78 à nos jours, ce que Ophir Lévy appelle le magnétisme de la Shoah, on pourrait appeler ça l'obsession de la Shoah dans le cinéma. C'est que ce qu'on oublie souvent en France, on parle souvent que de l'Holocauste. Mais quand on regarde la chronologie, de 78 à 1988, pendant 10 ans, chaque année, sur les grands networks américains, vous avez ou une série, ou un téléfilm qui traite spécifiquement de la Shoah. Ça va de Holocaust jusqu'à War and Remembrance. War and Remembrance, c'est 26 heures. Dan Curtis, 88, filmé à Auschwitz, où là vous avez une vraie explication, j'allais dire, de texte de ce que toutes les modifications d'Auschwitz, et où là vous avez d'ailleurs filmé pendant 20 minutes un gazage. Vous êtes dans une chambre, etc., il y a les cristaux qui tombent, et ce qui est très intéressant de voir, d'abord l'extrême violence de cette série diffusée sur un grand network, hein, et deuxième chose, c'est que là le spectateur américain en 10 ans c'est plus le même. À Holocauste, Holocauste, une partie a été filmée à Mauthausen et le carton vous annonce à Auschwitz. Le spectateur américain, 10 ans après, il saurait tout de suite que c'est faux. Il a tout de suite en tête la géographie du camp, et donc là on va filmer à Auschwitz même. Et ce qui est sûr, c'est que l'obsession de la Shoah
qui s'est emparé de l'Occident à partir de 1978, ne fait que se renforcer depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et on assiste à une multiplication des fictions. Multiplication des grosses fictions, avec des gros budgets, justement. Et il ne faut pas oublier que si on a une multiplication des fictions et des gros budgets, c'est d'abord que, première chose, on est dans une industrie, ces films ont des spectateurs, beaucoup de spectateurs. Deuxième chose, ces films ont des récompenses. Quand vous regardez les grands films qui ont eu trait à la Shoah ces derniers temps, qu'est-ce que vous voyez? Liste de Schindler, 7 Oscars. La vie est belle, 3 Oscars. Le pianiste, 3 Oscars. Je pourrais continuer comme ça, hein, jusqu'à Inglourious Bastard de Tarantino. Ce qui est sûr, c'est que là, vous avez une inflation, justement, de ces films. Mais ça a un contre-coup. Un contre-coup, et je finirai là-dessus, hein, contre-coup radical, c'est que, d'une part, aujourd'hui, le cinéma poursuit ses malentendus sur la Shoah. Poursuit très largement, et d'ailleurs on voit qu'il puise encore à cette imagerie dont je vous ai parlé, qui s'est constituée avec les premiers films alliés, hein, sur la Shoah. Et d'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer, mais on peut voir que ce magnétisme de la Shoah s'exerce dans plein de films maintenant qui ne parlent pas de la Shoah. De 24 heures aux X-Men, etc. Tout le monde maintenant, il y a la Shoah. Dans X-Men, le héros est tatoué, hein, il a été à Auschwitz. Je pourrais aller sur Terminator, la guerre des mondes, etc. Il y a une imagerie qui vient directement de la Shoah, mais qui n'a plus rien à voir avec la Shoah. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, ça attire des choses assez stupéfiantes. Par exemple, lorsque le film Katyn de Vajda est sorti en France, il y a eu un article, une critique dans le journal Le Monde, de Jean-Luc Douin, que j'aime beaucoup, hein, il n'est pas là, mais bon, voilà, c'est pas le problème, et qui dit « Ce film est quand même très mauvais, parce qu'il ne parle pas du sort des Juifs en Pologne. » Alors le gros problème, si vous voulez, c'est que le film de Vajda, c'est sur Katyn. Le massacre, justement, des élites polonaises par le NKVD. Bien sûr qu'il y avait des Juifs dans ces élites, on le sait aujourd'hui, hein, entre 10 et 15%, voilà. Mais ce n'est pas une tragédie spécifiquement juive. Et Vajda, je veux dire, quand il fait Katyn, n'a pas à traiter, si vous voulez, du sort des Juifs. Mais c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un phénomène inverse, et qui pose d'énormes problèmes mémoriels et d'analyse, qui est effectivement ce magnétisme de la Shoah qui tire la Seconde Guerre mondiale vers la Shoah, mais qui ne nous aide pas à mieux comprendre ce qu'a été la Shoah. Voilà, je vous remercie. Je m'arrête ici. Voilà.